Bonjour, je suis Sam Lawson, professeur au collège François de Belforest à Saint-Martin dans le Gers. Je propose aujourd'hui de voir comment on peut travailler en compréhension de l'écrit, le début de la célèbre tragédie de Shakespeare, Macbeth. Tout d'abord, je vous présenterai le support, le contexte dans lequel je compte l'utiliser et les objectifs langagiers et culturels que je souhaite mettre en œuvre, avant d'expliciter les étapes à suivre pour travailler avec les élèves la compréhension de l'explicite, puis de l'implicite autour des questions WH. Pour l'explicite, nous répondrons tout d'abord aux questions what et who pour identifier la nature et le sujet du texte, l'auteur et les personnages qui y figurent. Ensuite, nous répondrons aux questions where et when pour aider les élèves à identifier le cadre spatio-temporel. Pour travailler la compréhension de l'implicite, nous répondrons à what for et à how pour comprendre le but de l'auteur et les techniques que l'auteur utilise pour atteindre son objectif. Puisque j'ai divisé le texte étudié en deux parties, tout d'abord le Dramatis personæ et la scène 1, et ensuite la fin de la scène 2 à partir de la ligne 46, je présenterai tout d'abord l'étude de l'explicite et de l'implicite de la scène 1, puis je reviendrai sur la compréhension de l'explicite dans la deuxième scène, pour répondre donc aux questions what, who, where et when, avant d'aborder l'implicite de la scène 2 en répondant aux questions how et why, pour faire comprendre les techniques de Shakespeare et examiner les raisons qui ont pu le pousser à écrire Macbeth. Commençons donc par une présentation rapide du document, du niveau et des objectifs. Tout d'abord pour le support, vous pouvez accéder au document en téléchargeant le lien indiqué sous la vidéo ou en flashant le QR code. Il s'agit du Dramatis personæ, de la scène 1 et de la fin de la scène 2 du premier acte de Macbeth. Pour le contexte et les objectifs, l'étude du document convient à une classe de première ou de terminale en LLCER, niveau C1. Les objectifs grammaticaux, lexicaux et culturels sont comme suit. En grammaire, les structures complexes à la voix passive, l'expression du futur, les verbes à particules et les tournures emphatiques avec une inversion. Pour le lexique, les mots formés à partir de la reduplication partielle, le vocabulaire nécessaire pour pouvoir analyser une pièce de théâtre et les champs lexicaux du monde de la pièce. Enfin, les objectifs culturels, il s'agit d'aider les élèves à comprendre le contexte historique, la vision du monde dans les pièces de Shakespeare et de son époque et la prosodie du vers shakespearien. La première partie de l'étude concerne le Dramatis personæ et l'acte I, scène 1. Commençons par la compréhension de l'explicite du Dramatis personæ. Il s'agit d'aider les élèves à identifier la nature et le sujet du texte, l'auteur et les personnages, puis le cadre spatio-temporel. Pour aider les élèves à répondre aux questions what et who, demandez-leur de repérer les différentes parties de la première page en observant la mise en page, les différents types de caractères et les chiffres. Commencez par le Dramatis personæ. Look at the layout of the first page and the different fonts to help you determine the type of document. Vous pouvez vous attendre à des productions orales comme The first page is a list of names of people and places. The italics give more information about the people's roles or functions, like son, nobleman, murderers. It must be a list of characters in a play with the places where the action takes place. Vous soulignerez le terme technique pour la liste des personnages, Dramatis personæ, pendant la phase orale et avant la trace écrite en expliquant This list is called the Dramatis personæ, which is Latin for the characters in the play. Pour l'étude des pages suivantes, demandez aux élèves Now look for numbers and capital letters in the following pages to help you determine the type of document. Ce qui donnera des productions comme The layout confirms that this is a play. It must be the very beginning. The capitals and heavy print used for the first occurrence of Macbeth show us it is the title of the play. It's a very famous work.
We are told that it is a tragedy, and we are given the author's name, Shakespeare. He is a famous 16th and 17th century English writer. There are also capitals at the beginning of each line, so the text looks like poetry. The numbers correspond to the act, scene and line numbers, except for 1606 in the paratext, which must be when Macbeth was written. Procédez ensuite à l'élaboration de la trace écrite avec les élèves en intégrant les apports culturels pour répondre aux questions what et who. Ce qui va donner: the document is the Dramatis personæ and an extract taken from the opening scenes, Act I and the end of Scene 2, of the famous play Macbeth, which was written by the renowned English playwright and poet William Shakespeare. The tragedy is thought to have been written in 1606 or thereabouts. Shakespeare is believed to have written it in about 1606. Pour la PRL, demandez d'abord aux élèves d'identifier la nature de was written avant de vous attaquer à l'analyse des structures complexes à la voix passive. Passez par la glose et la manipulation pour faire comprendre le mécanisme qui permet de produire des phrases comme « The tragedy is thought to have been written », en disant peut-être « People think the play was written in 1606 », et l'autre exemple « Shakespeare is believed to have written it ». Demandez aux élèves de trouver « People believe Shakespeare wrote it in 1606 » ou les aider à le trouver. Faites ressortir la première partie de la structure qui est de la voix passive classique, donc be conjugué ici au présent parce que les personnes le pensent, le croient aujourd'hui, plus le participe passé du verbe d'opinion, puis aider les élèves à identifier la suite, l'infinitif passé, passif dans le premier exemple et actif dans le deuxième. Demandez aux élèves d'identifier l'utilité de la structure, à savoir qu'elle permet de ne pas expliciter le sujet du verbe d'opinion qui ici n'a pas d'intérêt. Travaillons ensuite la compréhension de l'explicite dans la première scène. Exploitez les repérages déjà effectués grâce aux majuscules pour que les élèves identifient les personnages de l'acte I, scène 1. Encouragez-les à se référer au Dramatis personæ aussi. Donc dites, using the capital letters you found, say which characters are present and which are mentioned in scene 1. Ce qui donnera des productions orales comme the characters who speak in this scene are 3 witches. They are also called the weird sisters in the Dramatis personæ. They mention the eponymous hero. Les élèves connaîtront éponyme, mais le mot en anglais sera sûrement apporté par le professeur. Donc the eponymous hero of the play, Macbeth. They also mention 2 other names that do not appear in the Dramatis personæ. One witch addresses Graymalkin and the other Paddock, and they tell them that they are coming. Donc il faudrait apporter des informations culturelles pour aider la compréhension des élèves. Graymalkin, a grey cat, and Paddock, a toad or a frog, are the witches' familiars. In Shakespeare's time, it was thought that witches were helped by a demon in animal form, a familiar. Witches and supernatural evil creatures were perceived as very real to the Elizabethan and Jacobean audiences. James VI of Scotland, who would become James I of England in 1603 when Elizabeth died, himself wrote a book called Demonology about witchcraft, demons, and necromancy in 1597. It was published in 1603 when James acceded to the English throne. Ensuite, pour répondre aux questions where et when, faites repérer par les élèves des éléments pour identifier les cadres spatio-temporels. Demandez-leur de repérer dans le Dramatis personæ, dans le texte même et dans les didascalies, des indications de temps et des lieux. Pick out words in the Dramatis personæ, the stage directions, and in the witch's speech itself that refer to time and place. Explain what they suggest when necessary. Ce qui donnera, at the end of the Dramatis personæ, Scotland and England are mentioned. Ici, le professeur va apporter des informations un peu anecdotiques. Most of the play is set in Scotland, apart from the end of Act IV, which takes place in England, and that's why Macbeth is also called the Scottish play. The name Macbeth is believed to bring bad luck, so superstitious actors and directors avoid saying it. Concernant les didascalies,
les élèves vont pouvoir dire in Act I, Scene 1, the stage directions in italics and square brackets indicate a desolate place. So a sad, empty and inhospitable place far from civilization. We can see thunder and lightning as well, so we know the action takes place during a thunderstorm. The weather or the elements are hostile. Encouragez les élèves à poursuivre les repérages. Donc dites in the witch's speech, identify WH words and what follows. Les élèves vont repérer facilement les mots dans la scène 1 qui renvoient au temps et au lieu. Et dire des choses comme we are told explicitly when and where the action is taking place and will take place by the witches in lines 1 to 7. When they say, when the hurly-burly's done, when the battle's lost and won, that will be ere the set of sun, where the place, the heath. The set of sun is obviously sunset, when the sun goes down. Expliquez que les phrases avec une subordonnée en when plus le présent suivi de will plus la base verbale dans la principale ont une valeur prédictive. Ce qui va aider les élèves à trouver so the witches have magical knowledge, they foresee or predict the end of the battle. Après, vous pouvez dire, if they can predict the end of the battle, they can probably predict the end of the play. Pick out the verb in the immediate vicinity of the eponymous hero, Macbeth. Les élèves ont trouvé meet. The witches are planning to meet Macbeth on the heath. They know that they will meet Macbeth on the heath later, so we can say that thanks to their magic powers, the witches foresee the time and place events will take place. En ce qui concerne l'apport du professeur à l'oral, a expliqué que The Weird Sisters, l'autre nom pour les sorcières qui apparaît dans le Dramatis personæ, étaient comme les moires, elles décidaient du destin des humains. Donc, the witches are also called the Weird Sisters. Weird comes from a Germanic word, weird, meaning fate or destiny. They are thus associated with the Moirai or the Fates. Ensuite, pour l'élaboration de la trace écrite avec les élèves, on pourrait s'attendre à quelque chose comme ce qui suit. The action in Macbeth takes place mostly in Scotland. From the stage directions and the witches' words, we find out that they are in a dark and desolate place and that they are going to meet Macbeth on the heath. The setting in the first scene is therefore a sterile or a barren and inhospitable place. We imagine little vegetation and no sign of civilization. The elements are hostile, and the stage directions indicate that there is a thunderstorm underway. We also learn that the scene takes place while a battle and a rebellion are going on. Thanks to all of these indications, in very few lines, the ideas of violence, turmoil and confusion are conveyed clearly. The witches answer their own question, when shall we three meet again, and say they will meet up again before sunset when the battle is over. They will see each other again when they meet Macbeth on the heath. So we can say that they predict their meeting with the Macbeth, and they seem to know somehow that the battle will be over before sunset. This shows us that they have supernatural powers and can foresee the future. The witches are about to set off to find their familiars, and so probably to carry out some harmful magic. Pour la PRL d'abord lexicale, cette trace écrite va vous permettre de voir ou revoir avec les élèves de nombreux verbes à particules ou phrasal verbs. Donc ici on a find out, go on, meet up, take place, be over, set off et carry out. Faites remarquer que le particule modifie le sens premier du verbe. En grammaire, vous allez pouvoir demander aux élèves d'analyser les nombreuses expressions du futur. Donc we avec shall, la première personne, et will plus la base verbale pour une prédiction.
Vous allez voir aussi avec eux l'emploi du présent simple dans les subordonnées de temps avec une principale au futur qui pose évidemment un problème aux francophones. Faites repérer par les élèves la structure, donc la principale en will plus la base verbale avec la subordonnée en when plus le présent qui correspond à une projection dans une réalité appelée à se passer et donc on envoie au futur. Et éventuellement, vous pouvez faire remarquer le parallèle avec les phrases hypothétiques. Nous pouvons maintenant commencer à travailler la compréhension de l'implicite de cette première scène. Donc, pour aider les élèves à répondre à la question « what for » et à formuler le but de l'auteur, encouragez-les à exploiter les repérages et analyses déjà effectués pour formuler les intentions de l'auteur et les réactions du public. Donc, thinking about the indications of place and time and the characters present, explain the choices Shakespeare made, infer the effect he aimed at creating, ce qui va appeler des réponses comme it's a dark, threatening and sterile place with hostile elements, and there are witches which are evil or mysterious creatures. They are going to interfere in the human world. The reader and the audience notice that this violent world is created on several levels. It is everywhere, in nature and in society. So the audience feels apprehensive about what will happen next. Il faudrait expliquer aux élèves comment les spectateurs de l'époque auraient perçu les informations apportées par l'ouverture de la pièce. Donc, during the Elizabethan and the Jacobean era, these details would have shown that something was terribly wrong with the world depicted. They thought that everything, the cosmos, nature, society, the family, and man himself, should be well ordered, and that a strict hierarchy should exist. They also thought that correspondences between these different levels existed, so a disturbance in the elements reflected a disturbance in the political world, for example. The fact that the witches talk about Macbeth suggests that he is linked to this chaos. Pour élaborer la trace écrite, notez que nous précisons dans la trace écrite des connaissances transférables qui aideront les élèves à déchiffrer le sens de toute scène d'ouverture des tragédies shakespeariennes. Et nous pouvons envisager quelque chose comme the opening scene of the play is set in a dark, threatening and sterile place with hostile elements. Evil or mysterious creatures are shown to be planning to intervene in human affairs. The reader is struck by this turbulent, violent world that is created on several levels, both in nature and the cosmos, as there is a thunderstorm and supernatural powers are at work, and in society, since there is both a war and a rebellion going on. During the Elizabethan and the Jacobean era, these details would have sent a powerful sign that something was terribly wrong with the world depicted. It was believed that the world, the cosmos, nature, society, the family and man himself should be well ordered, and that a strict hierarchy in all things should be observed. Correspondences between these different levels were thought to exist, so a disturbance in the elements reflected a disturbance in the political world, for example. The fact that the witches mentioned their imminent meeting with Macbeth suggests that he will be part of, will contribute to, or even that he is at the source of the chaos that is portrayed. Vous pouvez, si vous avez le temps, reprendre à partir de cette trace écrite l'étude des structures passives, notamment avec believe et think. Nous pouvons maintenant procéder au repérage pour comprendre les techniques mises en œuvre pour répondre à la question « how ». Vous avez des enregistrements à votre disposition pour faire écouter le texte aux élèves. Il convient de demander aux élèves de repérer les répétitions pour travailler les techniques littéraires, donc sur le vers, la prosodie, la rime, pour le faire comprendre comment la forme renforce le fond. Donc dites, look at the length of the lines and use repeated words and sounds to find the key words. Then listen to the recording to find the number of accentuated words or syllables. Les élèves vont pouvoir dire the lines are short and rhythmic. When is repeated at the beginning of 3 lines. There are 4 stressed syllables per line, peut-être, qui vont vous dire ça. The witches speak in rhyme in 9 out of the 12 lines of the scene.
and the repetitions, the rhythm and the rhyme make their lines sound like a song or an incantation. Pour le travail sur la prosodie, vous pouvez projeter le tableau sans l'accentuation marquée, demandez aux élèves de l'indiquer après avoir écouté. Donc, let's look carefully at lines 3 and 4. When the hurly-burly's done, when the battle's lost and won. Donc, dites listen and indicate which syllables are stressed and what the effect is. Les élèves vont dire there is a regular rhythm, a stressed and then an unstressed syllable, and there are rhymes. Et vous allez donc apporter les termes techniques. The witches' words are written in rhyming trochaic tetrameter, donc 4 feet with a stressed syllable followed by an unstressed syllable. Après, demandez aux élèves, pick out a line that seems to you to break the rhythm and try to find a reason for Shakespeare changing the rhythm here. Ils vont trouver donc there to meet with Macbeth. The rhythm changes in line 8, there to meet with Macbeth. When the rhythm changes, we notice it. Macbeth is de and not de. Il faudrait leur expliquer alors, yes, the word Macbeth breaks the trochaic rhythm. The stress pattern of Macbeth isn't a trochee, it's an iamb, but more of that later. Pour la trace écrite, demandez aux élèves de récapituler les effets des procédés poétiques détaillés précédemment. Now sum up the effects of the poetic aspects you've found. The witches' words are written in rhyming trochaic tetrameter, 4 feet with a stressed syllable followed by an unstressed syllable. The seemingly simple rhythm and rhyme scheme associated with the ambiguity of their words make the witches' speech sound like an incantation or a spell. The characters in Shakespeare's plays who use rhyming trochaic tetrameter are magical beings. Vous pouvez citer, pour élargir les connaissances des élèves des pièces de Shakespeare, les exemples de Puck dans A Midsummer Night's Dream, Churl upon thy eyes I throw all the power this charm doth owe, ou Dariel dans The Tempest, if of life you keep a care, shake off slumber and beware. Enfin, rappelez également dans la trace écrite les constants de l'écriture shakespearienne. When this sing-song rhythm is broken in line 8 with the name of Macbeth, the audience sits up and takes notice. Macbeth's name stands out and the audience is thus made aware of his importance. Pour conclure donc, we see that the verse in Shakespeare's plays always serves the meaning, revealing the nature of characters and alerting the audience to important information. Vous pouvez rebondir sur ce travail sur le rythme et la rime dans la trace écrite pour demander aux élèves de repérer une autre occurrence d'une rime à part celle de fin de vers. Donc leur demander « Find a self-rhyming word within the text and explain its effect ». Ce qui donnera « The witches use a self-rhyming word in line 3, hurly-burly. It stands out because of the rhyme and we can guess it's important ». Pour l'apport du professeur, vous précisez, the word hurly-burly, which is still used today, means tumult, turmoil and disorder. In Shakespeare's time, it was used especially for chaos caused by insurrection or revolt. Les élèves vont pouvoir préciser, so Shakespeare is stressing the idea of disorder and rebellion. It's like a hint that there are political problems in Scotland. J'ai envisagé ici un travail sur le lexique autour de la reduplication partielle, ce qui est plutôt amusant. Vous pouvez le présenter en forme de tableau à commenter avec les élèves. Expliquez-leur qu'il existe de très nombreux mots à rime interne de nature grammaticale variée et qui sont construits de la même manière que hurly-burly. Les mots ainsi formés sont presque toujours informels, emphatiques et ont souvent un sens péjoratif. L'explication de ces mots permettra également un travail sur des adjectifs à préfixe négatif pour les synonymes et les explications, donc les préfixes comme in, on, this and over. Donc vous pouvez dire, there are a lot of rhyming words that are constructed like hurly-burly in English. They are usually informal and emphatic words and they are often pejorative.
Après ce travail sur le lexique, on va poursuivre l'analyse des techniques mises en œuvre pour construire notre réponse à how et demander aux élèves de repérer les répétitions dans le texte et les paires d'antonymes. Donc les repérages et l'analyse de l'allitération et des antonymes ou des antithèses. Dites, pick out repeated sounds at the beginning of words, analyze their effect and meaning. Les élèves vont dire, there's alliteration on the sound F in lines 11 and 12. Fair is foul and foul is fair. Vous allez apporter des informations culturelles et expliquer aux élèves que ce vers, devenu très célèbre, rappelle l'expression idiomatique by fair means or foul, qui est utilisée couramment de nos jours, et expliquer aussi le sens de foul, donc vile, evil, filthy, unfavorable. Donc, dites quelque chose comme This line is one of the best known from Macbeth. It echoes the commonly used idiomatic expression by fair means or foul. Les élèves ont aussi trouvé there's the same alliteration en F in fog and filthy air. The alliteration makes the word stand out, just as rhyme does. When it is foggy and the air is filthy, you can't see properly. Perhaps Shakespeare means that it is difficult for people to find their way. They are likely to get lost morally in the play. Ensuite, pour les antithèses, dites now find opposites in the text and explain them. L'analyse et l'explication de ces termes apparemment contradictoires plaira bien aux élèves. Donc ça peut donner quelque chose comme in line 4, we notice lost and won, and in line 11, fair and foul. The witches' words are confusing. They seem to be nonsense at first because you can't win and lose a battle, and fair cannot be the same as foul. Fair is good and foul is evil or wickedness. They can't be the same thing. Beauty is not ugliness, justice is not crime, etc. Perhaps the witches mean that according to the way you see things, their nature might change, so the battle will be lost by one side, but won by the other, and whoever wins a battle inevitably suffers losses and deaths, so the fair victory is also foul because of the horror of death and destruction. In the same way, evil can seem good if it benefits you. Horrific things can seem desirable to some. So we can say the witches play on the ambiguity of words. Il va falloir procéder à la réactivation des connaissances culturelles et à l'explicitation du lien entre le texte et la situation d'énonciation du discours écrit oralisé. Donc, pour réactiver les connaissances des élèves concernant le théâtre élisabétain, projeter une image du globe, par exemple, à partir du travail sur le texte déjà effectué, ils pourront tirer des conclusions sur l'écriture de Shakespeare et notamment sur la fonction de la scène d'ouverture. Apporter des informations concernant le théâtre, mais préciser aussi que Macbeth, le personnage, existait vraiment et que, comme très souvent, Shakespeare a pris une histoire réelle ou préexistante comme base pour sa pièce. Donc, dit en anglais, using your analysis of elements of the first scene, link the nature of the text to the type of theatre it was acted in. Donc, vous allez pouvoir entendre des choses comme the first scene gives us information about the setting, the weather, and the political situation. However, it doesn't mention Scotland or the century. The Globe Theatre didn't have lights and had few special effects, and plays were performed during daylight, so the text had to tell the audience when and where events were taking place. Audiences had to really listen to the words to understand what was happening. The poetry uses rhyme and rhythm to reveal the nature of the speakers, the witches, and alert us to important themes like disorder in nature and society, the ambiguity of words, reversed values, as in fair is foul and foul is fair, and it also underlines the importance that Macbeth will have. He is the character who gives his name to the play, and he is mentioned straight away. All this information is given in just a few lines.
Après tout ce travail d'analyse, nous pouvons envisager une trace écrite récapitulative et ambitieuse qui va souligner les constants de la dramaturgie de Shakespeare, ce qui permettra aux élèves de réutiliser leurs connaissances pour l'analyse d'autres textes de Shakespeare. Donc, la trace écrite. Shakespeare's text feeds the audience information, mostly orally, through the spoken text, about the situation at the beginning of the play. In his time, few were the special effects at a playwright's disposal. Theatres like the Globe were open to the sky and without artificial light, so plays had to be acted during the day. That's why the text included details of time and place, to enable the audience to situate the events and be aware of what was going on. However, it is interesting to note that Shakespeare does not mention Scotland or the 11th century, which is where and when the historical Macbeth lived. This can be said to lend the opening of his play a more universal aspect. Not only does Shakespeare use the opening scene of his play to give the audience vital information concerning the setting, he also announces the themes the play will explore. This is always true of his plays. Thanks to the opening scene of Macbeth, we learn that the forces of evil and good will be opposed in a terrible battle, that the structure of society will be jeopardized, that words and meaning will be played with, and that Macbeth himself, the eponymous hero, will be central in this struggle. No sooner has the play begun than the reader or the audience are thrust into the terrifying and fascinating world of the play. Scarcely or hardly has the play started when we realize that this is a dark, threatening universe where a man will meet his fate. Pour la PRL, vous pouvez étudier les tournures emphatiques avec inversion, donc avec few, not only, no sooner, hardly, scarcely en tête de phrase. Nous pouvons maintenant commencer le travail sur la deuxième scène de l'acte I que j'ai choisi d'étudier à partir du vers 46. Vous allez recommencer par le plus simple et aider donc les élèves à comprendre d'abord l'explicite, donc de la scène 2 du premier acte. Les repérages pour comprendre l'explicite seront forcément plus rapides ici grâce au travail sur la scène précédente. Demandez aux élèves de repérer les éléments qui, comme précédemment, leur ont permis de répondre aux questions what et who et puis where et when. Demandez-leur alors de repérer la scène, les personnages, les lieux, grâce aux majuscules, aux italiques, aux nombres, aux prépositions. Donc dites pour what, situate the scene using the line numbers. Et les élèves vont dire the line numbers show us that this is the end of the second scene of Act I. Pour who, identify the characters using the capital letters to help you, ce qui va donner. The stage directions indicate that King Duncan, his sons Malcolm and Donalbain, and Lennox, a thane or a Scottish nobleman, are already on stage, and that at line 46 the thanes of Ross and Angus join them. Other names we notice, thanks to a capital within the text, are Bellona, Macbeth, Thane of Cawdor, Sweno and Norway, or the Norwayans. Sweno is a Norwegian king, as line 60 shows us, and the Thane of Cawdor is mentioned, and just before his name is pronounced, he is described as being that most disloyal traitor, so we can guess he has betrayed Duncan and has helped the King of Norway to invade Scotland. Enfin, pour where et when, did using the words in italics and the prepositions of place locate the scene. Ce qui va donner the stage directions indicate that the scene is set at a military camp near Forres, which must be a town in Scotland, so it's probably during or just after the battle mentioned by the witches in scene 1. Other words with capitals preceded by a preposition of place are Fife, donc from Fife, and St. Colum's Inch, at St. Colum's Inch. Nous abordons le travail sur l'implicite de la scène 2 de l'acte I. On va commencer par l'étude des techniques mises en œuvre par les procédés littéraires et donc par how. Demandez aux élèves de repérer et d'analyser les exclamations. Donc dites pick out the exclamations thanks to the punctuation.
reading what follows them, analyse their meaning and effect. Ce qui va donner in lines 47 to 48, Lennox exclaims, "What a haste looks through his eyes, so should he look that seems to speak things strange." Lennox exclaims that Ross seems to be in a great hurry. Vous aurez peut-être aidé les élèves à trouver le lien at, haste. Expliquer que souvent une voyelle avec un accent donne un S en anglais, comme dans école, étudier, étonner, tâche, forêt, maître. His exclamation makes his comment more lively, donc on continue avec les commentaires des élèves. He says Ross's appearance is exactly right for his role. He has got news to announce and his impatience can be seen on his face. Et Duncan's exclamation, "Great happiness," helps the audience to understand that victory was for Scotland, and it adds energy to what is essentially a description rather than action. Aidez ensuite les élèves à repérer les informations nouvelles apportées par les personnages. So, using the stage directions, identify the character bringing news. Les élèves ont déjà repéré l'entrée de Ross et d'Angus et vont pouvoir expliquer. They are both new characters on stage. Angus is silent, therefore Ross is the one bearing the news. Souligne l'importance de la position des informations dans un texte en disant the beginning of an intervention is always important. Analyze the information Ross gives. Et les élèves vont pouvoir produire. Ross says the Norwegian banners fanned the air and made the Scots feel cold. They flouted, or mocked, il va falloir apporter une explication de flouted, the sky. The imagery helps us to picture how numerous the Norwegian invaders were and also conveys the fear and the humiliation the Scots felt on seeing them. The outcome of the battle is therefore uncertain for the Scots, so the imagery contributes to the suspense of the description. Demandez ensuite aux élèves d'expliquer les noms propres déjà repérés dans la description donnée par Ross. Deduce who the characters you picked out in Ross's account are. Say what is happening. Ross tells his news. He mentions other characters, Bellona, the Thane of Cawdor, Macbeth, and he tells us that Sweno is the Norwegian king's name. Sweno, the Norway's king. The Thane of Cawdor must be a Scottish lord or nobleman, and he meets Bellona's bridegroom on the battlefield. Donc l'apport du professeur ici, Bellona is a goddess, can you guess of what? Et vous pouvez faire déduire le sens grâce à belligerent, bellicose, rebellion en anglais, et ou belliqueux, un belligérant ou rebelle, etc. en français. Donc les élèves vont dire Bellona must be the goddess of war, and so her bridegroom is her husband. It's a metaphor for a very brave warrior or fighter who is like a god of war. Ross is describing the situation before, during, and after the fight between a heroic warrior and the Thane of Cawdor, and he thus creates suspense. Ensuite, faites repérer les répétitions et analysez les comparaisons dans le texte. So, find terms that are repeated. What does this repetition suggest? Look around the repetition to find a clue to confirm your hypothesis. Ce qui va donner in lines 56 to 57, we find point against point, rebellious arm against arm. So we know two people are being compared. And before that, we find confronted him with self-comparisons. So Ross is saying that the two men were well matched. They seem to be equally brave and determined. Donc, demandez ensuite, are they really the same? Find an adjective and explain it. Et donc la réponse, the similarity between the two men is underlined, but one of the warriors is described as being rebellious. This links him to that most disloyal traitor in line 53, the Thane of Cawdor in line 54.
Aider les élèves à analyser plus la nature et l'identité des hommes qui sont comparés en leur demandant de se pencher sur la parole de Duncan. Donc, pick out the verbs and explain their forms. Les élèves vont trouver no more shall deceive, and ils vont dire Duncan uses the modal shall, which is used for an inevitable future event. On l'a déjà vu dans la scène précédente. The king has decided to put an end to Cawdor's treachery. Afterwards, he says, go pronounce, greet. Here, Duncan uses the imperative form, which is fitting for a king. Duncan is giving orders, and he sounds strong and authoritative. He tells his men to kill Cawdor and to give his title to Macbeth. When he says, and with his former title, greet Macbeth. Ensuite, demander aux élèves de revenir sur le texte. Think back to the terms used to refer to Cawdor, to his former title in this extract. Ils vont trouver he is referred to as the Thane of Cawdor, but also he is referred to as that most disloyal traitor. So the ambiguity of Duncan's words suggests Macbeth might also become a traitor. Demandez ensuite aux élèves de trouver un synonyme pour une bataille. Find a synonym for a fight or battle and an adjective that describes it and explain. Ça va vous permettre de vérifier la compréhension de la scène. Les élèves vont produire. In lines 54, we find dismal conflict. Conflict is the synonym. The battle was going badly for King Duncan's supporters until Bellona's bridegroom arrived. We are not told explicitly who this warrior is, who Bellona's bridegroom is. However, we know that it must be Macbeth because after the battle he is rewarded with the title of Cawdor. So Macbeth is compared to the husband of the goddess of war. He confronted the Thane of Cawdor, then beat him in battle. King Duncan says that the present Thane of Cawdor, who is a traitor because he helped the Norwegian troops, will lose his title, and the loyal Macbeth will be rewarded with the same title. Demandez ensuite, so can you link the portrayals of Macbeth in the first two scenes of the play? In the first scene, Macbeth was mentioned in a threatening or mysterious context. However, here he is portrayed as a hero who is loyal to his king, who puts his life at risk for king and country. He is seen to be the hero who saves both king and country from the Norwegian invasion. Nevertheless, we are given a hint that he may prove treacherous, like the original Thane of Cawdor. Vous pouvez ensuite procéder à l'élaboration de la tracée écrite avec les élèves pour résumer toutes ces techniques observées et analysées. Donc le récapitulatif des techniques utilisées et la sensibilisation aux correspondances entre le fond et la forme. Donc dites sum up the techniques and their effect. Et la trace écrite peut donner quelque chose comme the exclamations used in the passage add energy to what could be an unexciting description and alert the audience to the theme of appearance and intention. Does the way people look always reflect or betray, perhaps, their thoughts and intentions? The imagery, so metaphors of banners fanning and flouting and Macbeth as Bellona's bridegroom, enables Shakespeare to add suspense and a vivid evocation of events. The ambiguous comparison or parallel between Macbeth and Cawdor hints at Macbeth's imminent treachery. The writing then transforms what could have been a static descriptive scene into an exciting, suspenseful account of events and foreshadows or prefigures Macbeth's fall from hero to traitor.
Not only will he become Thane of Cawdor, but the audience is led to suspect that he might also betray his king and country and become a most disloyal traitor in his turn. Il convient ensuite de poursuivre le travail sur how en se penchant sur la nature des vers de Shakespeare. Donc, demandez aux élèves de repérer les syllabes accentuées et la versification rythmique dans cette scène. Listen to the recording. Mark the stressed syllables and the rhymes and compare this scene and the previous one. Vous avez les enregistrements à votre disposition également. Ce donnera lieu à des commentaires à l'oral des élèves tels « It hardly rhymes » only the last two lines rhyme. The meter and the rhythm are different. The lines are longer than in scene 1. In this scene, noblemen and soldiers are talking, while in the previous scene, supernatural creatures were. Vous pouvez donc projeter le tableau sans les indications d'accentuation et demander aux élèves d'écouter et de les marquer. Whence camest thou, worthy Thane, from Fife, great king? No more that Thane of Cawdor shall deceive. Et enfin, and with his former title, greet Macbeth. Donc les élèves vont remarquer, there are 5 beats per line instead of 4, and the rhythm is the de and not de. Donc pour votre apport à l'oral, vous allez apporter encore une fois les termes techniques. It's called blank verse or unrhyming iambic pentameter. Donc with 5 feet. This kind of poetry resembles natural speech to a large degree and was used and popularized in the 16th century by Christopher Marlowe, the other great Elizabethan playwright and contemporary of Shakespeare, and by Shakespeare himself. On fait une analyse du dernier vers de la scène, s'avère intéressante. Donc dites, consider the last line of the scene. The beginning and the end of a text usually contain the most important information. Donc le vers c'est What he hath lost, noble Macbeth hath won. Et donc ça va donner des explications à l'oral comme We notice that the rhythm of the iambic pentameter is broken by noble, which is a trochee. The final line of the scene that we just scanned rhymes with the preceding line. Il faudra indiquer aux élèves que Shakespeare utilisait la rime pour signaler la fin d'une scène. Donc dire a rhyming couplet was often used by Shakespeare to signal closure orally, and so the end of the scene. Donc, dans la trace écrite, pour répondre à how, qu'on va élaborer avec les élèves et reprendre le travail et l'analyse précédent, on va résumer les effets créés par l'emploi du pentamètre iambique sans rime. Here, Shakespeare uses blank verse, i.e. unrhyming iambic pentameter, which was popularized in the 16th century and was his favored verse form. Obviously, there were variations within the blank verse passages to avoid boring the audience and to alert playgoers to important information. Thus, the difference in the verse spoken by the witches in Scene 1 and that used by the noblemen of Scotland in Scene 2 marks the boundary between two very different worlds, the supernatural and the political. Another example of the verse stressing information is in the final line of Scene 2, where the third foot is a trochee and not an iamb. This makes the word noble, the epithet used for Macbeth that is soon to become ironic, stand out. In the same way, the rhyme in the two final lines strikes the ear and alerts the audience to the ascension of Macbeth and to the end of the scene. Pour continuer et compléter l'analyse de l'implicite, vous apporterez des informations culturelles pour permettre aux élèves de comprendre pourquoi la pièce a été écrite et la pertinence du contexte historique, et vous noterez ensuite une brève trace écrite avec les élèves. Donc il faudrait évoquer l'avènement de Jacques Ier, aussi Jacques VI d'Écosse, en 1603, qui devient mécène de la compagnie de Shakespeare, qui prend le nom de King's Men.
les écrits du nouveau roi, traité de la sorcellerie, de la nature du monarque, et en 1605 il fut la cible de la conspiration des poutres, bien sûr. La pièce de Macbeth reprend ces thèmes, donc la sorcellerie, le destin, le rôle du monarque, les régicides. Et toutes ces informations sont reprises par les élèves lors de l'élaboration de la tracé écrite. Demander aux élèves ensuite de lier ces informations aux thèmes évoqués en demandant Can you link the historical context and the themes of the play? Ce qui donnera une trace écrite comme Shortly after his accession, James I, who was also James VI of Scotland, adopted Shakespeare's theatre company, which changed its name to the King's Men, thus indicating its royal patronage. The new king was also a writer. His published works dealt with witchcraft and the nature of kingship. In 1605, James I was targeted by the Catholic Guy Fawkes and the unsuccessful Gunpowder Plot. Not only is Shakespeare's Macbeth set in Scotland, but it also explores very topical themes, all of which are suggested in the first two scenes of the play. So the question of the intervention of supernatural or evil forces in human affairs, the battle of good and evil. The theme of what it is to be a man, a king, a hero, and the effects of chaos in nature and in society, so social and political upheaval, war, invasion, rebellion, betrayal, the reversal of values, the nature of loyalty, the twisting of words and meaning, and the disparity between appearance and character, and the theme of hypocrisy. Bien qu'un travail sur la compréhension écrite d'une pièce de Shakespeare exige bon nombre d'apports culturels pour aider les élèves à appréhender les subtilités de l'implicite, les repérages et analyses que nous encourageons nos élèves à effectuer pour tout texte restent tout aussi pertinents ici. Le but est d'équiper les élèves d'outils et de stratégies transférables pour qu'ils gagnent en autonomie face à d'autres documents. Comment aider vos élèves à lire et à comprendre Shakespeare en les invitant à opérer des repérages pour identifier la nature du document, les personnages, le temps et les lieux, en observant la mise en page, les polices des caractères, les majuscules et les nombres dans le paratexte, les didascalies et le corps du texte, en utilisant des repérages pour cerner le fond, donc la ponctuation, les répétitions, les synonymes, la nature grammaticale des mots, les champs lexicaux, l'étymologie et famille de mots, la position de l'information dans le texte, notamment au début et à la fin des interventions. Et enfin des repérages pour comprendre l'effet des procédés littéraires mis en œuvre, la prosodie et les figures de style, le rythme, la rime, l'allitération, les antithèses, les images, les métaphores, etc. Une compréhension qui s'avère essentielle pour appréhender aussi bien la prose que la poésie. Voici le tableau récapitulatif du déroulé de cette vidéo pour vous aider à vous repérer vous aussi, chacun son tour. Sont indiquées les étapes principales pour travailler l'explicite et l'implicite du texte, la PRL pour élargir et approfondir la maîtrise de la langue, le vocabulaire et la grammaire, et les apports culturels, tout ceci pour munir les élèves de stratégies et de savoirs transférables. Je vous retrouve dans un mois pour un autre travail sur la compréhension écrite. Until then, goodbye.